Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année riche en élections, puisque nous aurons des départementales et des régionales en juin prochain. Mon invité cette semaine sera particulièrement attentif aux élections départementales, puisqu'il s'agit du président du conseil départemental de Charente, Jérôme Sourisseau. Bonjour Jérôme Sourisseau. Bonjour. Nous parlerons de ce rendez-vous en fin d'émission, mais je vous propose de commencer, si vous le voulez bien, avec la situation sanitaire en Charente, liée bien sûr au coronavirus. La vaccination a commencé cette semaine. Certains parlent de raté. Le sénateur vendéen Bruno Retailleau dénonce, je cite, un État obèse et bureaucratique. Faites-vous partie, Jérôme Sourisseau, de ceux qui critiquent le gouvernement sur la lenteur de cette campagne de vaccination, ou est-ce que c'est une polémique stérile, comme l'a fustigé le Premier ministre ce jeudi? Bon, je ne ferai pas partie de ceux qui disent il n'y a qu'à Faucon. Après coup, c'est un sujet très compliqué. Nous vivons une crise depuis un an. C'est très compliqué à gérer, tout le monde le sait. Bon, ceci étant dit, on peut être au moins interpellé, effectivement, sur certains côtés de l'organisation de la vaccination, des choses qui ont été mal ficelées, peut-être mal anticipées, et ça, on le constate aujourd'hui. Je pense que c'est dû à un problème de l'organisation de l'État aujourd'hui, à une nécessité de décentraliser davantage les organisations. Ça aurait dû être fait. Ça aurait dû être fait. On le voit, on l'a vu l'année dernière pour les masques. Les collectivités aujourd'hui ont des équipes, sont plus structurées, plus rapides, plus agiles, plus susceptibles de répondre aux interrogations et en proximité. Donc on voit bien ici que lorsque l'État, lorsqu'il y a une volonté politique, sa déclinaison dans l'organisation administrative de l'État crée de telles complexités, de telles lourdeurs qu'il y a un manque d'efficacité au départ. Et c'est pas un aveu de faiblesse de la part des collectivités locales, justement, que ce soit les régions, les départements, de ne pas pouvoir avoir ce pouvoir, de ne pas parvenir à dire à l'État, allez maintenant, laissez-nous faire aussi un petit peu. Je pense qu'on a une marche à franchir. Alors en même temps, c'est paradoxal parce que les Français attendent tout de l'État, culturellement aussi. Mais la marche à franchir, c'est de dire à un moment donné, voilà, sur tel échelon, sur tel territoire, c'est à telle collectivité de l'organiser. On vous aide, l'État vous aide, vous donne des vaccins, etc. Mais déployez-le en lien avec l'ARS, parce qu'il y a aussi des spécialistes et les élus ne sont pas des spécialistes de tous les sujets. Mais reconnaissons que sur bien des sujets, cette expertise locale, cette maîtrise du réseau, cette capacité aussi à mobiliser des moyens, à mobiliser des fonds, à mobiliser de l'argent s'il y a nécessité dans une situation de crise, est plus souple et plus rapide que l'État. Donc il y a quelque part une marche supplémentaire à franchir, je pense, dans la décentralisation. Vous pointez du doigt les ARS ou pas? Les ARS, on a vu, alors au-delà des relations qu'on peut avoir localement avec des personnes qui sont très investies, on a vu que dans la chaîne d'organisation des ARS, il manque un peu de coordination avec les élus locaux. Ils sont en train de le faire parce que l'expérience du printemps dernier a montré quand même les limites de l'exercice. Mais il y a une réforme qui est prévue dans la loi 4D où les élus vont être partie prenante des ARS. Il y en a grandement besoin. La comparaison quand même avec les autres pays européens fait très très mal. Selon Mediapart, le ministère de la Santé n'a pas été assez réactif en prévoyant la mise en place que de 38 des 113 congélateurs susceptibles de stocker les doses fin décembre. Au moins 3 semaines ont été perdues, ce qui rappelle effectivement pour le coup le fiasco des masques. Qu'est-ce que vous en pensez? Là aussi, bon, il faut comparer, mais il faut comparer avec tous les pays. Il y a des pays qui font bien mieux que nous, et ça, on doit s'interroger parce que c'est pas acceptable. C'est certain, c'est évident. Après, il y a beaucoup de pays qui font aussi moins bien que nous. Voilà. Et là, c'est peut-être mon côté un peu scientifique et pragmatique, et j'essaye de comparer, d'avoir tous les éléments. Quand on est en responsabilité, on sait bien que les choses sont plus complexes que l'on imagine. Ça l'affiche mal quand on dit que la France a le meilleur système de santé au monde, quand même, non? Voilà, mais je crois qu'il faut regarder les choses en face. On n'a pas le meilleur système de santé au monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, comme le système éducatif, où on a longtemps dit que l'on avait le meilleur système. On aime bien, c'est franco-français, on est les plus fiers, les plus forts. Il faut constater que sur certains points, on est fort, mais globalement, sur l'organisation d'un système, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont perfectibles. On le voit en ce moment. Alors, quid de la Charente? Où en est-on de la campagne de vaccination en Charente? La campagne de vaccination, elle devait démarrer très lentement, comme c'était prévu. On a vu une accélération très significative depuis le début de la semaine. En tant que président de département, en lien avec l'ARS, en lien avec la préfète, les choses se déclinent. Les vaccinations ont commencé dès ce mercredi. Il y a 3 EHPAD qui ont démarré. Les centres de vaccination pour les professionnels de santé sont ouverts. Le département va mobiliser des moyens, notamment pour transporter les vaccins. À partir de la semaine prochaine, on va avoir plusieurs centres de vaccination sur l'ensemble du territoire.
pour respecter les étapes, les personnes les plus fragiles, bien sûr, âgées et avec des soucis de Pardon, santé. les moyens, c'est quoi? Donc c'est des camions frigorifiques? Camions frigorifiques, on mobilise aussi les moyens des médecins de la PMI, des médecins des centres de santé départementaux. On va sûrement mobiliser aussi des moyens administratifs, puisqu'il faut gagner du temps dans le parcours. Quand on va faire le vaccin, on a un premier questionnaire de santé, comme ça se fait pour chaque vaccin. On va aider en fournissant du personnel administratif pour accompagner, pour rendre les chaînes plus fluides. Donc le département est partenaire et va tout faire pour que ça aille le plus vite possible. Oui, d'autant que la Charente a connu plusieurs foyers épidémiques dans différents EHPAD ces derniers mois. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'une telle situation ne se reproduise pas, justement? Ben, ça a montré la fragilité, ça a montré la complexité et la situation des EHPAD. On a vécu des moments extrêmement douloureux et en tant que responsable d'une collectivité qui a en gestion ces EHPAD avec qui on travaille beaucoup, c'est vrai que c'est dramatique. Alors ça montre la difficulté, ça montre le système EHPAD aussi qui est interrogé à travers cela, hein, quand on crée des clusters. Ça a montré aussi une capacité de réaction très forte, hein, parce que mais là aussi, reconnaissons, l'année dernière, on a dit il faut mettre les EHPAD sous cloche parce que les personnes âgées sont les personnes les plus vulnérables. Il ne faut pas prendre de risques. Ça a été dramatique. Et beaucoup ont dit que beaucoup de personnes âgées avaient plus souffert de l'isolement que du coronavirus. Et on a demandé tous collectivement à ce que s'il y a un deuxième confinement, on ne revive pas ce même isolement. C'est ce qui s'est passé. On a dit qu'on maintenait le lien social pour les personnes âgées parce que c'est fondamental. Une personne âgée qui a 95 ans, qui ne peut plus voir ses enfants ou ses petits-enfants, c'est catastrophique. Donc, on a aussi payé probablement cette volonté collective qu'on a tous eue de dire il faut laisser les EHPAD ouverts et que ces personnes âgées en fin de vie puissent voir leurs proches autant qu'ils le veulent. La situation sanitaire et sociale va-t-elle affecter le budget du département qui a été voté il y a 3 semaines? Sans aucun doute, elle l'a déjà affecté, puisque dès le printemps, on a dû mobiliser un fonds qu'on a appelé Charente Renaissance de 5 millions d'euros, qui a été là pour pallier à toutes les urgences, toutes les aides, c'est-à-dire qu'on a aidé toutes nos structures partenaires qui étaient en difficulté. C'était quelque chose d'important. On a aussi souhaité verser, dès les premiers, on s'est inscrit dans la démarche de verser les primes à tous nos personnels qui font de l'aide à domicile, parce qu'elles ont tenu bon. Elles font partie des deuxième ou troisième lignes qui ont été évoquées souvent par le président de la République, de ces personnes qui ont heureusement qu'elles étaient là pour maintenir notre modèle et notre système. Donc on a été volontaire. Donc évidemment, il y a eu cet impact budgétaire. Au niveau des recettes, on avait des grosses inquiétudes sur les droits de mutation, qui sont une recette importante. Bon, il semble pour l'année 2020 qu'elles se tiennent. Le marché de l'immobilier est resté dynamique, particulièrement en Charente, parce que on voit bien qu'il y a les effets politiques, de la politique que l'on mène depuis quelques années qui portent leurs fruits, mais peut-être on y reviendra. Malgré la crise liée au coronavirus, malgré le Brexit. Paradoxalement, malgré tout cela, on voit bien en Charente que la politique qui est menée depuis 5 ans, plus l'arrivée de la LGV, le dynamisme du cognac de l'autre côté, font que le nombre de transactions est resté à un niveau relativement élevé, qui a assuré des recettes de DMTO qui se sont tenues, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer quand on était au printemps dernier. Alors, puisqu'on parle de budget, on le rappelle, 407 millions d'euros de budget, c'est des dépenses d'investissement qui s'élèvent à 88 millions d'euros, soit 16% de plus que l'an dernier. Tout ça, bien sûr, étant lié au plan de relance de 110 millions d'euros baptisé Charente Avenir, plan échelonné, lui, sur 6 ans. L'opposition départementale, Jérôme Sourisseau, parle de budget électoraliste, d'un budget de campagne manquant d'éthique et de sincérité. Et pour la sénatrice socialiste de Charente, Nicole Bonnefoy, le plan relance, c'est du bitume et béton au lieu d'être solidaire. Qu'en pensez-vous? C'est évidemment, bon, Madame Bonnefoy est bien connue pour sa critique systématique sans être vraiment force de proposition. Moi, très clairement, ce que l'on a voulu, c'est aux collectivités, avec l'État, avec l'Europe, et je dirais tout le monde le fait. Donc tout le monde n'est pas dénué de sens. Ce plan de relance, il avait comme objectif. On avait des projets qui étaient prêts à démarrer. Il y a des projets qui étaient prêts à démarrer dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis d'autres qui étaient dans les idées, mais pas forcément concrétisés. On s'est dit, après la politique d'assainissement financier que l'on a fait depuis 5 ans, de désendettement du département, on a cette capacité. Justement, on a cette capacité en cette année 2021, parce qu'il y a eu la crise, d'injecter plus d'argent pour qu'on maintienne une activité économique. Mais ce n'est pas que du bitume. Alors, certes, il y a des routes, certes, il y a des bâtiments, mais qui s'opposeraient à ce qu'on rénove plus de collèges dans des collèges qui sont vétustes, dont on sait que la rénovation devait arriver. 3 collèges. Trois collèges vont être accélérés. On a également un plan de collège numérique performant, c'est-à-dire qu'on avait des équipements numériques, mais on va changer de dimension, on va changer d'étape, on va faire entrer les collèges vraiment dans le 21e siècle. Qui s'en plaindrait? On a bien vu l'année dernière, au printemps, la
nécessité d'être complètement numérique dans les collèges, parce que quand il y a eu le confinement, on a vu ça. Donc du coup, on va aussi, dans ce plan de relance, équiper les familles modestes d'ordinateurs que nous aurons recyclés, parce qu'on a vu aussi que les enfants qui ne pouvaient pas aller au collège, ben parfois les familles n'avaient pas l'ordinateur ou n'avaient pas les codes. On va mettre des chèques numériques pour permettre à ces familles d'avoir les codes pour accompagner l'éducation à domicile. On intervient également sur nos aides à domicile. On a un problème sur ce type d'emploi qui est peu attractif, qui est difficile et qui est pourtant primordial, comme je le disais tout à l'heure. On met 1 million d'euros pour acheter des véhicules électriques qui vont être mis à disposition, parce que souvent, ces personnes doivent prendre leur propre véhicule, et donc on va essayer de favoriser l'attractivité. Donc, c'est faux. On a un projet qui est solidaire, qui a des routes, qui a des bâtiments, qui a de la solidarité, qu'il y a beaucoup de transition écologique, plus de 35 millions d'améliorations sur l'écologie. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Philippe Bouty, le porte-parole de l'opposition départementale, interrogé cette semaine par Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Jérôme Sourisseau, au dernier budget, nous propose de voter 110 millions d'euros. 110 millions d'euros sur 7 ans, qui alourdira forcément la dette du département et qui réduira les marges de manœuvre du département pendant 7 ans. Nous proposions un budget à hauteur de 10 millions d'euros, 10 millions d'euros d'aide concrète, d'aide directe, qui ira à l'attention des Charentaises et des Charentais qui en ont bien besoin aujourd'hui. Jérôme Sourisseau, bon, je la fais courte, vous auriez la folie des grandeurs. Et est-ce que l'endettement du département, c'est pas une inquiétude légitime? Deux choses. Monsieur Bouty, quand il dit qu'il a proposé 10 millions d'euros, l'opposition a proposé un plan au mois de juin l'année dernière. Sur ce plan, j'ai dit tout ce qui serait intéressant, on le retiendra. Et tout ce qui était prime, par exemple, pour les personnes d'aide qui font de l'aide à domicile, on l'a fait. 75% du plan proposé par l'opposition étaient des idées communes aux nôtres. Donc on l'a mis en œuvre. Par contre, ils ont proposé que l'on finance l'installation d'hygiaphone dans toutes les pharmacies de Charente, par exemple. Nous, ça, on ne l'a pas retenu. Voilà. Et c'était un plan essentiellement de fonctionnement. Mais donc on l'a fait dans Charente Renaissance. Aujourd'hui, les 110 millions d'euros qui vont s'étaler, qui vont pas être consommés évidemment dès la première année, on l'a fait. Vous savez, j'ai une réputation plutôt de bon gestionnaire, je pense, dans les collectivités. J'ai redressé des collectivités. Aujourd'hui, si on est capable de mobiliser 110 millions d'euros, j'ai pas amené les courbes là, mais c'est en maintenant une capacité d'autofinancement tout à fait correcte. Aujourd'hui, on ouvre des autorisations de programme. Il va y avoir de l'accélération en 2021-2022. Il y a des actions qui se mèneront en 2023 jusqu'à 2027, parce qu'il y a des processus qui sont plus longs pour certains gros projets. Non, c'est raisonnable, je l'assume. Vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre, non, ça. et j'ajoute enfin que sur les 110 millions, il va y avoir des financements européens, des financements du plan de relance de l'État, et donc la charge nette du département ne sera pas de 110 millions d'euros. L'aéroport d'Angoulême-Cognac et l'école des pilotes d'Airbus font un peu parler d'eux depuis quelques mois. En cause, les nuisances sonores auprès des riverains. Vous avez annoncé une médiation, on en est où? Alors, d'abord, il faut être tout à fait précis. Ces nuisances, elles ne sont pas dues qu'à l'école Airbus. Aujourd'hui, on a la base aérienne de Cognac qui se développe et dont tout le monde se félicite, parce que je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on s'inquiétait que cette base disparaisse. Aujourd'hui, elle se développe puisque tout ce qui était à Tours vient à Cognac. Il y a 400 familles qui vont arriver dans les semaines qui viennent, et ça, c'est bon pour la Charente. Donc, il y a plus de circulation d'avions avec des avions plus bruyants. Et ils vont aussi autour d'Angoulême, enfin, ils font un grand circuit. Il y a Airbus. Il y a aussi d'autres structures qui font du bruit, donc ça serait injuste de dire que ce n'est que l'école Airbus. Bon, la médiation, elle est en train de se faire. On répond. Il y a des fiches qui ont été mises en place pour que chaque personne qui souhaite dénoncer une nuisance, elle soit signalée pour voir vraiment quelle est l'origine, parce que c'est pas toujours Airbus, ça peut être autre chose. Mais une fois signalé, c'est quoi, ça part à la corbeille ou c'est vraiment pris en compte? Non, c'est vraiment pris en compte. Il y a une consigne claire qui est donnée. Il faut que le signalement soit précis, parce que tout de suite, avec la tour de contrôle, on vérifie quel est le type d'avion qui a pu faire de bruit et à quelle heure. Il y a des demandes qui peuvent être un peu légitimes sur certains horaires d'essayer de l'éviter. Les opérateurs essayent de les éviter. Mais est-ce qu'on aura des choses concrètes par rapport à cette médiation? Il y a un calendrier un peu qui a été mis en place? Eh ben, le président du SMAC est dessus avec le directeur. On le fait en lien avec tous les partenaires qui sont concernés. Et encore une fois, c'est pas que l'école Airbus. J'espère que cela va porter ses fruits et que quand on va arriver au printemps et qu'on pourra reprofiter de ces terrasses, etc., que les choses seront apaisées. Il y aura toujours un peu de bruit à un aéroport, mais que les choses soient à des horaires acceptables et que tout le monde puisse vivre en quiétude. La question de l'équipement numérique est au cœur de
nombreuses politiques territoriales. En 2017, la communauté de communes de Charente-Limousine avait choisi de faire bande à part dans le déploiement de la fibre. La plupart des intercommunalités avaient choisi de rejoindre le syndicat mixte Charente numérique, mais contre un billet de plusieurs millions d'euros. La Charente-Limousine n'a rien déboursé. C'est un opérateur privé qui a construit son réseau de fibre optique. On en parle juste après ce reportage diffusé il y a quelques semaines sur notre antenne. Dans cette armoire, un potentiel de plusieurs centaines de connexions optiques. Maria Brantôme est l'une des premières habitantes de Charente-Limousine à être raccordée. Elle découvre le confort apporté par la fibre. J'avais des coupures tous les soirs quand je regardais la télé. Et pour mon enfant qui télécharge des jeux ou des films, ça mettait une journée pour être téléchargé que maintenant ça met 2 minutes. C'est plus agréable. En 2017, la communauté de communes Charente-Limousine a choisi de ne pas rejoindre le syndicat mixte Charente numérique qui demandait 8 millions d'euros pour participer à la construction du réseau. Elle s'est tournée vers Altis SFR. Le groupe privé construit et exploite le réseau, mais les 58 communes ne déboursent rien. L'engagement qui a été pris, c'est d'apporter le très haut débit à tous les habitants et toutes les entreprises du territoire. Ça ne se fait pas en quelques mois, ça se fait en plusieurs années. Donc aujourd'hui, c'est une étape importante. 8400 foyers peuvent déjà souscrire à une offre et faire le choix d'un opérateur. Même dans les zones où les habitations sont isolées, il y aura la possibilité d'accéder à la fibre. Un équipement incontournable pour maintenir l'attractivité d'un territoire rural. On a cette qualité de vie qui peut pousser des gens des zones urbaines ou périurbaines à venir chez nous, en Charente-Limousine, s'installer en Charente-Limousine. Et pour cela, la fibre, c'est essentiel. Le déploiement du réseau optique se fait progressivement. Fin 2022, l'ensemble de la Charente-Limousine bénéficiera de la fibre, soit 30 000 foyers. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Jérôme Sourisseau, président du conseil départemental de Charente. La communauté de communes de Charente-Limousine a-t-elle eu raison de faire appel à un opérateur privé? En tant que président du département, je n'ai qu'un souci, c'est que tous les Charentais aient accès à la fibre et au haut débit. Voilà. Peu importe La Charente-Limousine a pris un autre chemin. On peut s'interroger. Nous, on a choisi un chemin où les élus, la collectivité sera propriétaire de son propre réseau, comme on l'a fait quand on a installé l'eau partout, il y a 50 ans. Bon, la Charente-Limousine a choisi de faire autrement, dont acte, et pourvu que ça marche. On a des éléments d'inquiétude, parce qu'on voit partout en France parfois que les installations avec cette entreprise peuvent poser problème, quand on lit les médias. Moi, en tant que président du département, je n'ai qu'un seul souhait, c'est qu'il y ait la fibre partout. Je n'ai pas de critique à émettre vis-à-vis de cette collectivité qui a fait ce choix. Alors, vous n'êtes pas seulement président du conseil départemental de Charente, mais également à la tête du Grand Cognac. À ce titre, vous avez déposé plainte contre X pour escroquerie, faux usage de faux et détournement de fonds publics dans le dossier Veolia, l'ancien délégataire en eau potable de la communauté d'agglomération. En cause, les rendements d'eau annoncés qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Pour être clair, la production en eau devait être de 5 à 6 000 mètres cubes par jour. Au lieu de ça, elle était de 7 000 cubes par jour. Au final, ça représente un surplus de 500 000 mètres cubes d'eau par an, soit un coût de 500 000 euros pour les 2 années 2018-2019. Comment peut-on expliquer cela ? Écoutez, c'est un dossier sensible où je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque nous avons, par notre cabinet d'avocats, déposé plainte auprès de Madame la procureure de la République de Charente. Nous avons fait un constat clair. Les engagements pris dans le contrat de délégation de service public n'ont pas été respectés et nous laissent à penser que certains chiffres qui nous étaient donnés dans le rapport annuel, ce qu'on appelle le rapport annuel, étaient erronés, ce qui n'a pas été contredit par l'entreprise Veolia. Donc, ce qui nous interroge, pour une entreprise qui était installée dans des délégations successives depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant j'ai confiance dans la justice qui tirera les conclusions des éléments que nous avons découverts. Un mot maintenant sur Veralia. Les salariés ont décidé de reprendre leur mouvement de grève. 80 emplois devraient être supprimés à l'usine de Château-Bernard sur 340. Au terme des reclassements internes, une vingtaine de personnes pourraient perdre leur travail et être licenciées. Quelle marge de manœuvre vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux salariés aujourd'hui? Comme je leur ai témoigné, je ne comprends pas la position de Veralia, qui plus est cette année. Je crois qu'on est dans un contexte de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale. Tout le monde fait des efforts.
Les collectivités font des efforts, ont apporté beaucoup d'argent, l'État a apporté beaucoup d'argent aux entreprises quand il faut, pour essayer de les aider à garder la tête en dehors de l'eau. Je crois que tout le monde doit faire des efforts. Aujourd'hui, le groupe Verallia a des moyens. J'aurais préféré qu'il transforme peut-être, parce que je ne suis pas technicien spécialiste, ce troisième four, en faisant une usine, on va dire, de 4.0, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'usine du futur. Qu'est-ce que l'usine du futur dans le verre? Le verre, c'est un matériau recyclable. Le cognac a un business plan à 300 millions de bouteilles dans quelques années. Enfin, visiblement, c'est pas Chateau Bernard qui veut l'investir. Eh bien, force est de le constater. Donc, je le condamne. Je trouve que la suppression de 80 emplois en 2020, dans une année de crise sanitaire, est de mauvais augure. Cela aurait dû être ajourné et proposer quelque chose, en tout cas, qui trace un avenir plutôt qu'une fermeture sèche. L'événement politique en Charente cette semaine, c'est bien sûr la venue d'Emmanuel Macron à Jarnac ce vendredi pour célébrer le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand, l'année également où l'on va célébrer les 40 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Faites-vous une connexion entre ces deux présidents de la République, Emmanuel Macron d'un côté, François Mitterrand de l'autre? Une connexion, je ne sais pas ce qui est certain. Bon, d'abord, je pense qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui respecte énormément l'histoire politique, les institutions et la République. Et par cela, il se met comme héritier de l'ensemble des présidents de la République. Il assume très bien ce rôle-là. Et je crois que c'est important. Après, peut-être, si j'y vois des points communs, un charisme, une capacité d'attraction, une vision pour la France. Vous voulez dire le côté jupitérien, c'est ça, par rapport à François Mitterrand Un peu ce côté d'être capable d'attirer, d'interpeller et d'avoir des visions. Voilà, il y a quelque chose d'assez puissant. Quand on voit les deux regards que vous présentez là, on peut trouver peut-être quelques similitudes par rapport à d'autres présidents de la République. Après, les temps sont tellement différents qu'il est très difficile de comparer des présidences. Vous avez déclaré n'être ni de droite ni de gauche, ce qui généralement signifie qu'on est plutôt de droite. Vous appartenez au MoDem. Emmanuel Macron est-il un exemple politique à suivre pour vous? J'ai soutenu Emmanuel Macron aux dernières élections présidentielles et ma foi, je pense que sur cette présidence, compte tenu du contexte et d'une présidence quand même plutôt difficile, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire à présent, on a quelqu'un qui fait le métier de président de la République, qui incarne bien la France. On a souffert quand même dans le quinquennat précédent d'une image de président pour le moins corné, hein, sans revenir sur des histoires plus ou moins scabreuses. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui incarne la fonction, qui incarne cette fonction, y compris à l'international. La France existe en Europe. Ça, c'est quand même dans ses missions fondamentales. Il tient le cap dans une période où tout le monde reconnaît, au-delà de la critique politique, que quand même la fonction est difficile en ce moment. Donc évidemment, tout n'est pas parfait, mais je pense aujourd'hui que dans le paysage politique, je vois pas d'autres personnes qui seraient capables de faire beaucoup mieux pour gérer cette situation extrêmement difficile. En tout cas... Ce qui signifie que vous allez forcément supporter Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera candidat à la prochaine élection présidentielle, donc vous m'inviterez pour que je revienne me prononcer. Si l'élection présidentielle était dans 2 mois, sans aucun doute. Vous avez dit que sur certains aspects, il devait faire des efforts, il y avait des petits problèmes, des petits couacs. C'est quoi? Où est-ce qu'il peut être meilleur selon vous, en tout cas? Bon, selon moi, s'il y a un point où j'aimerais, c'est peut-être ce côté un peu décentralisateur. C'est vrai que dans son parcours politique et carrière professionnelle préalable, il n'a pas eu l'expérience de collectivité locale, contrairement à d'autres présidents de la République au préalable. Et ce côté un peu décentralisation, je crois que c'est la voie. On a aujourd'hui une marche supplémentaire à franchir. Peut-être j'insiste un peu là-dessus, mais je crois que c'est important. On a fait des décentralisations, on a donné des compétences, etc. Aujourd'hui, on a un degré de maturité des collectivités. On a des services qui sont extrêmement chevronnés. Aujourd'hui, on demande à l'État d'être très performant sur ces domaines. On n'accepte pas qu'il n'y ait pas assez de policiers, on n'accepte pas qu'il n'y ait pas assez de gendarmes, on n'accepte pas de ne pas être protégé, que l'hôpital ne soit pas performant. En revanche, on n'attend plus l'État sur un certain nombre de politiques. Et je crois que c'est cette étape ultime aujourd'hui, de nouveaux partenariats à construire entre les collectivités qui seront encore plus en responsabilité et l'État qui sera là pour assurer des garanties sur des missions régaliennes et qui incarne la République française et tout ce que les Français attendent à travers ce cadre-là. Donc, si je comprends bien, si vous aviez un conseil à donner pour Emmanuel Macron d'un éventuel deuxième mandat, ça serait un côté décentralisateur, c'est ça? D'aller au bout de la décentralisation, oui. Vous avez été élu en octobre dernier, donc président du conseil départemental d'hiver droite de Charente, en remplacement de François Bonneau, devenu sénateur. Sous quelle étiquette politique vous vous présenterez, aux prochaines élections départementales? Les élections départementales, on l'avait voulu comme ça en 2015, et ça sera aussi dans ce cadre-là. Nous aurons une étiquette de majorité départementale. Pourquoi pas MoDem?
Parce que la politique partisane, pour moi, n'a rien à voir au sein du conseil départemental. La politique partisane, elle peut avoir un enjeu au niveau national, puisqu'il y a une assemblée nationale, il y a des lois à voter, et on va aller chercher sur des aspects des fois philosophiques de chacun. Et donc, c'est très important. Aujourd'hui, quand je gère les personnes atteintes de handicap, quand on gère les personnes qui en manque de dépendance, ou les enfants qui sont confiés par la justice, pour moi, il n'y a pas de droite, gauche, modem, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le meilleur pour nos concitoyens. Et c'est pour ça que la majorité que je porte aujourd'hui et que je porterai demain sera la plus large possible pour tous ceux qui se retrouvent dans cette volonté d'améliorer le quotidien. Alors justement, de nos c'est Charentais. intéressant. Votre majorité au département est faible, puisqu'elle elle se joue à quoi 2-3 places d'écart. Il va donc falloir faire des alliances allant de LREM, du MoDem jusqu'aux Républicains, j'imagine. Pensez-vous être capable de faire déjà, est-ce que c'est ce que vous allez faire? Et deux, pensez-vous être capable de le faire? Est-ce qu'il y a les gens en face de vous qui sont OK pour ça? Écoutez, nous, on a tendu la main, et la main, elle a été acceptée. Et nous aurons une majorité départementale qui ira effectivement de En Marche aux Républicains. C'est notre volonté. Nous discutons et nous discutons dans de bonnes conditions puisque nous avons une vision. Il se trouve quand même que je me trouve par un parcours politique un petit peu à la synthèse de l'ensemble de ces sensibilités politiques. J'ai des connexions avec toutes ces personnes, avec ces amis que nous avons dans la majorité future que nous sommes en train de construire. En face, nous avons un camp qui se recroqueville, qui se ferme, qui a clairement indiqué qu'il ne travaillerait avec aucune personne de centre-gauche. Il fallait être absolument très à gauche et qui tend plutôt la main à la France insoumise. Donc vous êtes en train de tendre la main au centre-gauche, c'est ça? Le centre-gauche est déjà parmi nous, avec quelqu'un comme Pierre-Yves Briand, qui travaille très bien avec nous, comme Frédéric Sardin, qui nous a rejoints. Et je crois que c'est des personnes qui sont pragmatiques. On le voit avec Pierre-Yves Briand, quelqu'un de pragmatique, qui ne travaille que dans un but: de faire avancer la Charente et les Charentais, et ça sera notre leitmotiv. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que Jérôme Sourisseau, c'est le Emmanuel Macron de Charente, au niveau, en tout cas, stratégie politique? Ma modestie m'interdirait de dire ça, mais en tout cas, cette volonté de dépasser les clivages, il y a longtemps que je suis convaincu, parce que quand on gère des communes, quand on gère des communautés, souvent on travaille avec tout le monde, quelles que soient les sensibilités. C'est la fin de cette émission. Merci Jérôme Sourisseau d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, mon invité sera le nouveau sénateur de la Vienne, Bruno Belin, pour leur place au journal régional de la mi-journée. Très bon dimanche à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.